l'émission Commentaire qui est révolue, enfin qui est finie maintenant puisque j'ai arrêté ça il y a 2 ans. Cette émission, pendant 3 ans, le principe de l'émission était de proposer une bibliothèque orale, hein, c'est-à-dire de proposer une introduction à la lecture qui aurait pour principe de ne pas céder sur le fond. C'est-à-dire en somme de dire simplement des choses compliquées, mais de ne pas les simplifier. Et donc le principe était celui-là. C'est selon cette logique-là qu'on a travaillé pendant 3 ans. Enfin, que j'ai travaillé pendant 3 ans, en fait, puisque cette émission était faite de façon presque solipsiste, très, très solitaire. L'émission, je peux vous dire en quelques mots, d'ailleurs, comment on fait cette émission. L'émission est préparée, ce sont des semaines thématiques, c'est-à-dire qu'on prend un sujet, un auteur, un thème, et selon l'unique loi du plaisir ou de la curiosité, on est débarrassé de l'actualité. En principe, la plupart du temps, la direction nous fiche une paix royale. Et on le décline de 5 manières différentes, en essayant de distiller des textes, des archives. Et l'unique but de guerre de l'émission, c'est de répandre des livres. Voilà. C'est-à-dire d'inviter à la lecture de livres, soit des livres essentiels, soit des commentaires et des bons commentaires sur ces livres-là. Donc c'est ça l'idée. Après, il y a un travail il faut trouver les archives, il faut trouver les textes, il faut trouver les bonnes musiques. Voilà, c'est un travail dont la quotidienneté est épuisante. J'ai toujours eu du mal à travailler sur la morale kantienne, qui me tombe des mains. En revanche, la critique de la raison pure, Luc Ferry sur ce sujet-là, à mon avis, est un interlocuteur très consistant, donc il connaît bien son sujet. Et la critique de la faculté de juger me semble un texte cardinal, majeur, magnifique et méconnu. Kant, pour parler de la beauté, explique que la beauté relève d'une finalité sans fin. Et pendant des années, on m'a fait cours sur ce sujet et j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Et puis un jour, j'ai compris en regardant les nuages. Tout simplement parce que si vous regardez les nuages, vous vous apercevez que les nuages sont... on a tous joué à attribuer une forme aux nuages. On est tous tombés d'accord sur le fait que les nuages avaient une forme. Bon. On n'est jamais tombé d'accord, en revanche, sur la forme à leur donner. C'est exactement ce que Kant décrit quand il parle de finalité sans fin. Et pensant à ça, dans la préparation de cette émission, je me suis souvenu de L'étranger de Baudelaire. Qui es-tu, homme énigmatique, etc., etc. Je n'ai ni père, ni frère, ni ami, ni sœur. Enfin bon, vous qui fréquentez cette bibliothèque connaissez ce texte. Et ce texte se termine par « Mais qui aimes-tu ou qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?» Et il répond « J'aime les nuages là-bas qui passent, les nuages, les merveilleux nuages. » Et à partir de là, je me suis souvenu que moi-même, en m'approchant de Kant les premières fois, j'avais une véritable terreur face à ces livres. La critique de la raison pure, la critique de la faculté de juger, pardon. Déjà, le simple titre de ces livres me donnait le sentiment que cet homme-là n'était jamais content, si vous voulez, qu'il critiquait tout. Donc il y avait ces 3 raisons, le texte de Baudelaire, la finalité sans fin, et le souvenir de moi-même désirant l'obscurité philosophique comme la promesse d'une récompense qui justifiait les nuages. Voilà, la tête dans les nuages. Vous avez chez Kant des passages étonnants, hein, des passages très beaux, et puis vous avez des trucs profondément indigestes. N'espérez pas, si vous vous plongez dans la lecture de Kant, un jour dissiper le sentiment que c'est indigeste. Ça reste indigeste, à mon avis. Et la philosophie est quand même une affaire d'épiderme, donc Kant est vraiment un auteur difficile et stylistiquement très lourd. Bon, mais il y a des passages tout à fait somptueux, et alors, où Kant explique ceci, il dit « Quoi de plus enchanteur que les trilles d'un rossignol un soir d'été, chaud, quand on se promène au bras de quelqu'un ?» Mais si vous vous apercevez que votre hôte a voulu, pour vous faire plaisir, dissimuler un plaisantin dans le buisson, avec un petit sifflet, en lui demandant d'imiter les trilles du rossignol, le charme s'estompe. Et à partir de là, Kant développe toute une théorie sur le fait que la beauté naturelle est supérieure à la beauté artistique, à la beauté artificielle. Alors on pourrait dire que Kant, de ce point de vue, est un adversaire de l'art. Et pourtant, en faisant valoir la beauté naturelle contre la beauté artistique, Kant soustrait l'art à l'histoire de l'art. Le fait que l'art est à lui-même sa propre fin, son propre but, qu'il n'a pas d'autre but que lui-même. Et quant à Platon, l'émission sur Platon, pour moi, a un goût tout à fait particulier parce que je ne suis pas du tout platonicien, je me méfie beaucoup de son rapport à l'amour, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler.
Mais mon interlocuteur, Nicolas Grimaldi, est toujours, bien sûr, un philosophe que j'admire beaucoup et avec qui je n'étais d'accord sur rien. Et on ne se connaissait pas. Et je l'ai invité donc à participer à cette émission. Il est venu de Biarritz. Et on s'est assis. Et après les quelques formules de politesse, on ne se connaissait pas. On est parti tout de suite dans la conversation. Et en fait, les premiers mots du disque sur Platon sont quasiment, même véritablement, les premiers mots qu'on a échangés. Et à la fin de ça, on s'est retrouvés amis. Et je dois dire que de tous mes souvenirs radiophoniques, c'est le plus précieux. Le banquet, c'est une série de discours. Les uns et les autres arrivent, donc on est en bonne compagnie, hein, on est entre bons amis, on boit du vin, on est allongé, on discute et on fait une espèce de concours d'éloquence et chacun doit parler d'amour. Alors Pausanias, Éric Zimac, Agathon parlent successivement d'amour et puis Socrate prend la parole en disant, feignant d'être intimidé, en disant comment je vais faire moi pour parler d'amour après de si beaux discours. Et il commence et il raconte la naissance d'Éros. La naissance du dieu amour, en expliquant que Eros est le fils de Madame Peña et Monsieur Poros, c'est-à-dire Madame Carence et Monsieur Plénitude. C'est-à-dire que de temps en temps il est plein, de temps en temps il est vide, et puis surtout, sa vacuité va de pair avec le sentiment qu'il y a une plénitude à saisir quelque part. Et donc, dit Diotime de Mantinée, dont Socrate rapporte le discours dans le banquet, Eros est philosophe. Parce que, tel Socrate, il ne sait qu'une chose, c'est qu'il ne sait rien. Donc il est plein du sentiment de sa vacuité et il a en ligne de mire l'idée d'une plénitude, d'un savoir absolu, d'un savoir souverain vers lequel il faudrait tendre. Et c'est la condition du philosophe. Donc le philosophe n'est pas un sage, c'est un amoureux de la sagesse. S'il était sage, il n'aurait pas besoin d'aimer la sagesse, il n'aurait pas besoin de la désirer. Et à la fin du banquet arrive Alcibiade, ivre-mort, qui voit Socrate dans les bras d'Agathon, très jaloux. Et Alcibiade dit à ce moment-là, décrit sa souffrance, sa douleur. Il dit, cet homme-là, Socrate, m'a mordu, je suis mordu comme par un mal de vipère, dit-il. Mais il faut prendre au sérieux la douleur d'Alcibiade. Alcibiade souffre, il souffre comme un amant trahi. D'abord parce qu'il voit Socrate dans les bras d'un autre garçon, et ensuite parce que Socrate l'a éconduit. Et là-dessus, Alcibiade lui dit la chose suivante, il lui dit, écoute, voilà, en substance, hein, je suis beau, tu es laid, tu es sage, et je ne le suis pas. Faisons un échange de bons procédés. Faisons l'amour. Un peu de ma beauté passera en toi, et un peu de ta sagesse passera en moi. Qu'en dis-tu, camarade ? À quoi Socrate répond, écoute, si jamais tu avais raison, si j'étais sage, et toi non, et si tu étais beau, et moi non, je serais fou d'accepter un tel échange. Ce serait, dit Socrate, troquer du cuivre, de l'or contre du cuivre. Parce que ta beauté est périssable. Ma sagesse, elle, celle que tu m'attribues, ne l'est pas. Donc pour quelle obscure raison est-ce que j'échangerais quelque chose de périssable contre quelque chose qui ne l'est pas ? Et vous avez derrière l'idée, évidemment, Socrate donne à ce moment-là à Alcibiade sa première leçon de philosophie, à savoir qu'il s'agit de ne pas s'attacher au corps. Et donc la première leçon de Socrate à Alcibiade, c'est « ne t'en tiens pas aux apparences ». Ta beauté n'est que l'expression provisoire d'une beauté éternelle et véritable vers laquelle moi, qui t'aime vraiment, moi qui t'aime trop finalement pour que tu t'y perdes, vers laquelle moi je t'invite à aller. Et en fait, on s'est retrouvés en discutant avec Grimaldi dans la position d'Alcibiade et de Socrate. Enfin, dans la position. Il s'est assez vite retrouvé dans la position de Socrate et moi dans la position d'Alcibiade. Lui me disant, Socrate donne à Alcibiade une leçon. Et moi lui disant, oui, mais alors, ça veut dire que la métaphysique de Platon, la philosophie de Platon, est une philosophie qui justifie que deux êtres qui s'aiment ne fassent pas l'amour, au nom du fait que ça ne dure pas. Puisque c'est provisoire, on va s'en passer. Or, ce à quoi la philosophie doit nous faire tendre, c'est l'être, l'absolu, ce qui est immuable. Voilà. Non, je ne pense pas qu'on puisse appliquer Marx au jeu d'échecs pour une raison simple, c'est que chez Marx, depuis toujours, ça n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Alors que dans la position du joueur d'échecs, il y a une position originelle, celle du joueur d'échecs. Prenez par exemple l'émergence du nazisme, vue par Marx, par un marxiste, par Marx le pauvre, l'émergence du nazisme. Un historien marxiste expliquera l'émergence du nazisme par le rapport de force, le traité de Versailles, la crise de 23, le comportement des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, toute une série de causes parfaitement légitimes, si vous voulez, qui produisent à la fin des fins un discours antisémite. Moi, j'ai tendance à penser que c'est insuffisant en termes d'analyse historique, c'est-à-dire que
l'idéologie nazie comme telle n'est pas simplement le produit d'un rapport de force. Et le marxisme, de ce point de vue, est une usine à déresponsabiliser les individus. C'est-à-dire à expliquer que derrière un comportement, vous avez une série de causes. À la façon dont on peut dire qu'un assassin, avant d'être un assassin, est lui-même une victime de la société qui a fait de lui ce qu'il était. Oui, d'accord, mais enfin, c'est quand même un assassin. Si vous voulez. Et c'est là qu'il y a un point de résistance. Et ce point de résistance dans le jeu d'échecs, écoutez, c'est quand même la décision d'ouvrir à l'anglaise ou pas. C'est quand même la décision de faire le petit rock ou le grand rock. Ça relève d'un ordre souverain malgré tout, qu'on peut opposer à une stricte vision marxiste des choses. Voilà. En vérité, j'avais la chance d'avoir chez moi on vivait nombreux dans un petit appartement, mais dont l'essentiel était occupé par des livres. Et donc j'ai passé ma vie, ma jeune vie, à fréquenter des couvertures de livres, etc. Et mon père m'expliquait que c'était des trésors. Je me souviens très bien, c'est un de mes premiers souvenirs en fait. Mon père avait l'air un peu triste. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et il me dit Sartre est mort. Et je me souviendrai toujours de ce sentiment-là. Sartre est mort, j'avais 5 ans, 4 ans et demi, enfin c'est un des premiers. Sartre est mort. Sartre est mort. Bon. Et un peu plus tard, je retrouve le nom de Jean-Paul Sartre sur la bibliothèque et je m'aperçois que j'ai été le contemporain d'un fabricant de trésors, si vous voulez, que j'ai vécu en même temps qu'un fabricant de trésors, et donc j'en ai déduit qu'ils étaient malgré tout à ma portée. Et à partir de là, première impression d'enfant, si vous voulez, l'origine est là. Mais quand j'ai assisté à mon premier cours de philo, je suis entré dans la salle avec l'idée que j'allais découvrir ce que j'allais moi-même enseigner plus tard. Mais je le savais déjà, si vous voulez. Je l'avais décidé, c'était mon préjugé, quoi. Mon a priori. Je savais que de toute façon, c'était ça que je ferais. Vous savez, la philosophie, c'est pas tellement, ne propose pas la vérité en solution. La philosophie vous acclimate au doute, vous apprend à vivre dans le doute et à chérir presque vos incertitudes, à aimer le déséquilibre, à accepter que le sol bouge, à supporter sa propre finitude, le sentiment d'avoir à mourir. Quand on a vécu ça, on ne peut pas ne pas le transmettre. Oui.